Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Dans ce 5e et dernier épisode de la mini-série sur les communautés de pratique, on va voir comment on peut faire évoluer et pérenniser sa communauté de pratique en QA. Nabil, une fois qu'on a mis en place sa communauté, qu'on a commencé à avoir de l'engagement, qu'on a mis ses indicateurs, on va dire, allez, ça fait 1 an que ça tourne, on a fait pas mal de sessions. On voit bien qu'il va falloir relancer la dynamique, peut-être pivoter, faire évoluer et pérenniser cela. Peut-être transmettre le flambeau, des fois. Oui. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour que ça puisse, pour assurer cette continuité et que ça continue à évoluer, notamment avec des nouveaux sujets pour pas toujours tourner en rond? Ouais, effectivement, c'est super important. En fait, j'avais dit déjà, par exemple, la backlog, il faut la retravailler 2 fois par an. C'est super important, mais c'est pas suffisant. Essayer de changer de format aussi. En fait, pas toujours des Rex, que des présentations, faire des formats ateliers, des formats aussi où tu as des exercices à faire et puis partager ensemble. Faire on appelait ça des test reviews à un moment. Mais en fait, tu arrives avec une US, tu dis, bah moi voilà, à partir de cette US là, voilà ce que j'ai écrit comme test, qu'est-ce que vous aurez fait? Et puis t'as les pairs qui te disent, ah pourquoi t'as pas pensé à ça? Ah ça c'est super, j'aurais pas pensé à le faire. On discutait en fait. C'était un peu comme si on faisait des sessions de code review, mais sur des tests. Donc on essaie vraiment beaucoup de formats, et puis il y en a qu'on a arrêté. Par exemple, les tests review, on l'a fait pendant un bon moment, puis à un moment, bah c'était assez homogène, donc quand on arrivait avec des sujets, on n'avait pas trop de points à discuter, donc on les a arrêtés. Euh, des intervenants extérieurs, ça c'est super important, parce que tu vois, au tout début, dans l'épisode où on a parlé de backlog, j'ai dit je demande un sujet pour que quelqu'un me le présente, mais t'es pas sûr que dans les personnes qui sont là, t'as quelqu'un qui maîtrise ce sujet-là. Bah, il faut pas en fait se dire bon ben on va pas le présenter, mais plutôt aller chercher quelqu'un d'extérieur Oui. de l'organisation pour qu'il vienne faire cette présentation-là. Donc c'est super intéressant, et généralement ça marche très bien. Il faut faire juste un peu de teasing au début, parce que si tu vois tu mets pas à jour l'ordre du jour, tu présentes pas à l'avance et tout, bah, les gens ne le savent pas. Et puis travailler avec les autres communautés. Souvent dans les entreprises, on a d'autres communautés. Les communautés agiles, souvent on a beaucoup de sujets en commun. Sur la communauté de développement, pareil. Sur des sujets d'automatisation, de perf, en fait faire des sujets en commun, ça c'est super important. Et puis ça permet d'avoir des nouveaux visages qui viennent présenter. Aussi de dire, bah, en fait moi je suis testeur, quand vous écrivez une US, j'aime bien avoir ça, et puis après au final le dev aussi, tu lui dis bah voilà moi ce que je regarde, et ça crée quand même de la cohésion entre les personnes des différentes communautés. Ouais, c'est vrai, ce partage de connaissances entre les différentes communautés, ce qu'on voit dans l'équipe produit, mais le mettre à une Mm. échelle des communautés, c'est toujours intéressant. Voilà, on le voit quand tu fais du test, t'automatises, bah, tu as des concepts de design pattern, tu as des concepts de test de perf, tu as des concepts de conteneurs Docker, de CI/CD à maîtriser. Donc c'est vrai que partager, échanger avec ces gens-là pour avoir les mêmes pratiques et aussi à maîtriser leur langage et mieux le connaître. Parce que je pense que, voilà, quand on parle à un dev avec ses termes à lui, c'est peut-être plus facile des fois de se faire comprendre. Quand on comprend mieux les problématiques d'un PO, pour avoir les informations du client, pour pouvoir faire une US et la complexité que c'est, on est peut-être des fois un peu plus compréhensif, je dirais pas tolérant, mais compréhensif sur Ouais. les difficultés d'avoir des critères d'acceptance et des règles de gestion qui sont claires et intelligibles. Et ça permet de voir les difficultés qu'ils ont dans leur quotidien, et inversement, ils voient aussi la difficulté Mm. face à la Et, QA et, qui doit pas porter la qualité tout seul. Et tout ça, ça permet de, je trouve, de mieux travailler ensemble. ouais.
C'est sûr, et des fois c'est même juste le lexique. Tu vois, connaître les différences et les difficultés des autres, on se met à leur place et du coup, Oui. dans une équipe produit, on est censé pouvoir le faire. Mais des fois, c'est juste le lexique, tu vois. Inviter un développeur pour expliquer le Git flow, la gestion de branches, pour que ton testeur, c'est pas qu'il va s'en servir, mais quand il fait son daily, quand il entend une pull request, une merge request, j'ai fait un rebase, qui soit pas perdu, bah ça peut être très intéressant. Donc de temps en temps inviter d'autres personnes venir. Ça peut être une intervention plus courte, du coup à compléter avec un autre sujet, ou un vrai sujet autour, comme tu dis, des patterns, de la CI ou C'est vrai. d'autres. Et nous, on peut apporter aussi une homogénéisation des termes. C'est ça. Parce que Oui. c'est un test, parce que, voilà, on prend par exemple la Oui. définition d'un test d'intégration, il y a à boire et à manger, globalement. Ouais, mais c'est vrai. Et ça Présenter permet le de niveau. mieux cadrer les choses, d'avoir. Je pense que Ouais. si, voilà, on utilise tous le même terme pour la même chose, ça évite les ambiguïtés de vocabulaire ou de description. Donc, mais voilà, il y aura pas tout le monde, mais ceux qui seront là, ils pourront peut-être prêcher la bonne parole et voilà, ça va dans les deux sens. Le partage des pratiques, du vocabulaire. Euh, Aller dans une communauté agile et présenter ce que c'est qu'un testeur agile, c'est super important, tu vois. et C'est puis, la base pour voilà démystifier un peu des fois les termes. tout à Donc fait. Mais c'est super intéressant. Mais après, c'est vraiment une question de, on n'en a pas parlé, mais la culture d'entreprise, elle joue vraiment là-dessus, tu vois. Si oui. on est une culture divisée pour régner ou une culture d'entraide et de partage, on part pas avec les mêmes facilités pour créer, développer et pérenniser sa communauté de pratique. La culture d'entreprise Oui, évolue, mais elle met du temps à évoluer. Donc c'est pas si oui. facilement que ça. Donc des fois ça Oh, peut être plus long que prévu de lancer une communauté de pratique avec succès. oui, c'est sûr. Et pareil, tu vois, quand on parlait de changer le quotidien, en fait, je pense pour moi, un indicateur très subjectif, mais qui parle, c'est quand t'as la possibilité d'aller sortir un testeur de son équipe pour qu'il vienne aider un autre testeur parce qu'il est bloqué. En fait, pour moi, ça veut tout dire parce que une équipe qui permet de faire ça, bien sûr, même s'ils sont sur un gros problème de production, ils vont te dire non, tu peux pas prendre ma ressource. Mais quand c'est possible, pouvoir le faire, ben ça veut tout dire parce que des fois, une équipe peut rester bloquée pendant 4 heures alors que tu as un testeur à côté qui peut débloquer la situation en une demi-heure, va pouvoir aller le sortir, dire bah, voilà, Oui, l'autre testeur a besoin de toi. et Hein, inversement, en dev, quand tu as une problématique c'est ça. sur création d'un jeu de données ou un automate ou un flux de CI/CD où tu es bloqué dessus. Donc, c'est vrai que le fait de se connaître, et pas que les devs de son équipe, ben, des fois, euh, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la résolution d'un problème et donc dans la montée en compétence de ce problème. Parce que souvent, les gens qui sont là te donnent le truc, mais ils font pas à ta place. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est, c'est- ces 5 minutes peut-être que tu vas donner, ben, la personne a peut-être gagné 3 heures derrière dans sa recherche et elle a pris une compétence rapidement. Donc, je trouve que c'est vraiment la force de la communauté euh, et, euh, et c'est des gains et des indicateurs qu'on ne peut pas facilement quantifier, mais c'est vraiment des choses quand ça marche bien, c'est très efficace. Et en général, les gens quand ils demandent de l'aide, c'est qu'ils sont vraiment bloqués. Ils n'ont pas juste été bloqués pendant 1 heure à faire deux recherches sur Google. Ils ont vraiment galéré pendant un jour ou deux. Ils sont dans la recherche de solutions parce qu'ils ne trouvent pas comment faire. Donc, c'est vraiment, je trouve, pour moi, dans la panoplie de la montée en compétences, euh, un des assets importants à avoir en entreprise, c'est de créer une communauté de pratique pour pouvoir le gérer. Après, bien sûr, il n'y a pas que ça. Le coaching, le mentorat, la formation, les certifications sont indispensables et il faut continuer à les développer. Ça va. Petit message peut-être aux décideurs qui nous écoutent, la communauté de pratique ne remplace pas une bonne politique de formation. Non, non, C'est un complément qui permet d'aller plus vite, plus loin,
mais qui n'est pas suffisant tout seul, surtout dans un métier où les méthodes, les techniques, les outils évoluent très rapidement. Donc, Très vite. continuez vos projets de formation, continuez à vous former et faites partie d'un maximum de communautés de pratique. Pour tous ceux qui nous écoutent, on arrive à la fin de cette mini-série, Nabil. Euh, J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi d'avoir échangé et discuté avec Nabil. Euh, je mettrai dans la description de de ce dernier épisode son LinkedIn et le lien de sa conférence à la JFTL. Bon, heureusement, c'est que le PowerPoint, il y a pas le son. Voilà. Mais n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions. Merci pour tout et je vous dis à très bientôt dans la guilde. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter si vous voulez suivre plus de mini-séries comme celle-ci. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.